Salut, bonsoir à tous, c'est l'heure du débat sur le grand rendez-vous. Merci de votre fidélité et merci de vous joindre à nous. Ce soir, c'est le tout débat avec nos chroniqueurs. On va se projeter sur les faits d'actualité de ces derniers jours sur la planète. L'Église catholique pleure le pape François décédé le lundi de Pâques et inhumé samedi. Dans le même temps, le Saint-Siège prépare sa succession. Qui sera le prochain souverain pontife à voir avec nous? C'est Papa Billy, considéré jusque-là comme favori. Au sommaire, le Bénin, les faits du moment, la situation sécuritaire dans le Nord avec ses attaques à répétition, quelle réponse efficace pour contrer la menace, des pistes sont proposées, analyse à suivre. Et puis les élections générales, oui, on va en parler pendant que nous tendons progressivement vers 2026. Le Bénin, enfermé dans les délais, s'active de la réforme du système partisan à l'alignement des mandats. L'éditorialiste énonce ce soir que ce nouveau cycle renforce la démocratie, mais en l'absence d'élections sur 5 ans, quel sera le baromètre politique du Bénin? Nos chroniqueurs se prononcent. Plus tard, nous serons en Côte d'Ivoire à quelques mois de la présidentielle. Les questions de la nationalité et de la radiation de la liste électorale parasitent le débat politique, focus sur les implications de ces décisions dans ce grand rendez-vous. Bienvenue à vous. C'est d'abord la météo politique avec Alberto Mardoché-Gounou, notre chroniqueur. Bonsoir. Bonsoir Christian Dalidia, amis téléspectateurs, bonsoir. Cette semaine, vous nous proposez une descente dans les couloirs du Conseil économique et social. On a bien hâte de découvrir cette institution. Qu'en est-il dans l'architecture de l'État? Quel rôle joue cette institution, le CES? C'est la Constitution du 11 décembre 1990 qui a institué au Bénin le Conseil économique et social, une sorte d'assemblée consultative. Il assure la représentation des principales activités économiques et sociales du pays auprès des pouvoirs publics. Quelles sont alors, je dirais, les missions et les attributions du CES? Mise en place en 1992, cette institution dans la gestion des affaires courantes s'investit à favoriser la collaboration des différentes catégories professionnelles entre elles. Elle assure également leur participation à la politique économique et sociale du gouvernement. Le CES a, entre autres, pour mission et attribution, d'abord, en petit 1, donner son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret, ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis. Il faut préciser que les projets de loi de programme à caractère économique et social lui sont obligatoirement soumis pour avis. Ensuite, il peut être consulté par le président de la République sur tout problème à caractère économique, social, culturel, scientifique, technique et j'en passe. De sa propre initiative, le CES, sous forme de recommandation, peut attirer l'attention de l'Assemblée nationale et du gouvernement sur les réformes d'ordre économique et social qui lui paraissent conformes ou contraires à l'intérêt général. Il assure le relais auprès des institutions, des demandes et attentes des populations pour leur épanouissement socio-économique, le renforcement de la paix et la cohésion sociale. Alors, de manière très concrète, que retenir donc de cette institution dans la pratique? Dans la pratique, Christian Dandédia, rassurez-vous, le CES est un conseiller, pas un décideur. Il joue également son rôle de veille. Ses avis ne sont pas contraignants, mais ils peuvent influencer les décisions du gouvernement et de l'Assemblée nationale. Il peut aussi se saisir lui-même de certains dossiers et émettre des recommandations. Exemple, il a récemment attiré l'attention sur la nécessité d'un cadre légal renforcé pour l'insertion professionnelle des jeunes ou encore sur les défis de la couverture sanitaire universelle. C'est intéressant. Revenons à présent à l'organisation et à la composition du CES. Une nouvelle loi cadre l'encadre.
Effectivement, en cadre justement cette institution, il faut rappeler ici la loi numéro 2024-26 du 17 juillet 2024 portant loi organique sur le Conseil économique et social qui a apporté de grandes innovations à l'institution. Il organise le CES en conseil départementaux et en conseil national avec une configuration bien définie de membres nommés pour un mandat de 5 ans renouvelable. Pour siéger en qualité de membre, il faut d'abord être de nationalité béninoise ou jouir du Bénin en vertu d'une convention d'établissement d'une assimilation avec les nationaux. Il faut être âgé de 25 ans tout au moins. L'institution tient 2 sessions ordinaires par an sur convocation de son président et la durée d'une session ne peut excéder 1 mois. Elle peut aussi se réunir en session extraordinaire à l'initiative de son président ou à la demande du gouvernement. La durée à ce niveau ne peut excéder 15 jours. L'actuel président du Conseil économique et social est M. Conrad Baguidi. Pour conclure sur cette question du Conseil économique et social, je dirais dans le ciel institutionnel béninois, le CES ce n'est pas un éclair ni un coup de tonnerre, Christian Dadidjan, mais plutôt une brise constante, celle du dialogue social, de la réflexion collective et de l'équilibre des forces au service de la République. Et voilà un pan de météo sur le CES. On poursuit avec vous, on va revenir maintenant à l'actu, et dans l'actu, ce léger réaménagement ministériel suite à l'événement malheureux du 20 février 2025 qui a emporté l'ex-ministre de l'enseignement secondaire. Effectivement, suite au décès du ministre Kwaro Yves Chabi, le président de la République a réaménagé son équipe. Patrice Talon a nommé l'actuel ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toyin-Fodé, ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Elle cumule 2 portefeuilles désormais. Vous comprenez, il n'y a donc pas une nouvelle entrée au gouvernement. Revenons à cette actualité de la semaine, cette rencontre entre l'opposition parlementaire et une grosse figure de la politique nationale. Oui, en effet, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Adrien Mbedi, désormais beaucoup plus sur le front politique. Il a reçu à son domicile à Porte-Nouveau les députés du groupe parlementaire Les Démocrates. Ces élus de la principale force politique d'opposition sont allés lui exprimer leur soutien suite à ses récentes déclarations en faveur de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit. Et pour finir, on va quitter le Bénin, descendre la Côte d'Ivoire à quelques 6 mois de la présidentielle. Une décision de justice fait réagir l'opposition. Oui, c'est une véritable onde de choc pour le PDCI-RDA. Nous sommes en Côte d'Ivoire, bien sûr. Tidiane Thiam, président de cette coalition des forces de l'opposition, a été radié de la liste électorale. Le tribunal d'Abidjan considère qu'il a perdu sa nationalité ivoirienne en 1987 en devenant français. Malgré sa renonciation récente à cette nationalité, les juges estiment qu'il n'était pas ivoirien au moment de son inscription sur la liste. Cela signifie une chose, sa candidature à la présidentielle d'octobre est désormais compromise. Et voilà, ce sont des sujets sur lesquels nous allons revenir tout à l'heure dans les points de vue avec nos chroniqueurs dans le débat. Et pour conclure, le ciel politique à présent, quelles sont les nouvelles du bulletin météo? Au-delà du ciel politique, cette semaine, l'UPR maintient un anticyclone bien installé, surtout dans les zones du sud et du centre. La pression monte doucement avec des activités de terrain, des consultations internes et quelques éclairs de mobilisation communautaire. Le parti semble miser sur une stabilité rassurante, mais même si les prévisions électorales appellent à renforcer les nuages programmatiques. Du côté du bloc républicain, on observe une dépression bien structurée avec des rafales organisées autour des leaders locaux. Des vents de réunions décentralisées ont été signalés avec un ciel chargé de messages stratégiques. Le BR prépare cette coupe dans le calme, mais avec un ciel de plus en plus chargé de calculs électoraux. Attention aux grelons d'ambition dans certaines zones. Et puis, il y a le système très actif du côté des démocrates. Une perturbation s'est formée autour des sujets institutionnels, code électoral, justice, dialogue politique, etc. On note des rafales de communiqués, des tonnerres de critiques, mais aussi une éclaircie symbolique avec la rencontre d'Adrien Mbedi. Un temps instable, mais qui pourrait bien mobiliser les masses populaires à mesure que les vents de campagne se lèvent. En conclusion, il faut dire que les partis politiques doivent garder l'œil sur l'horizon
avoir un parapluie démocratique à portée de main. Voilà, merci beaucoup. Merci, c'était la météo politique. Avec vous, Alberto Mardoché-Gounou, ça fait à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Merci. Mesdames et messieurs, restez avec nous dans la suite de ce programme. Tout de suite, nous allons installer en plateau les débatteurs, les chroniqueurs, c'est bien sûr les points de vue. À présent, le plateau des points de vue avec nos chroniqueurs déjà installés, Hamza Tablaï, Herman Agnamboussou, Henri Sauvi Nyambode et vous, Omar Salouf. Bonsoir, chers messieurs, bienvenue. Bonsoir Christian. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Allez, messieurs, il faut rappeler, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Beaucoup de sujets à aborder ce soir. D'abord, au sommet de l'État, on va parler de ce remaniement technique qui est intervenu en cours de semaine, 2 mois après le décès tragique du regretté Kwaro Yves Chabi, ministre de l'enseignement secondaire. Eh bien, le président Patrice Talon a procédé à un remaniement, je dirais, technique. Le chef de l'État nomme à ce poste Madame Véronique Toyin-Fodé, actuelle ministre des Affaires sociales et de la microfinance, cumulativement, donc avec son portefeuille actuel. Elle est ministre de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle. Un petit réajustement, un petit réaménagement. Le chef de l'État détenant le pouvoir discrétionnaire, ça, il faut le rappeler, n'a pas eu besoin de faire appel à un autre acteur hors de son équipe gouvernementale pour assurer la continuité de la fonction. Alors, quelles sont vos appréciations tout de suite? Je commence par vous, Herman Agnamboussou. Appréciation, c'est vrai que c'est une information qui est passée un peu inaperçue parce qu'on n'attendait pas de sitôt d'abord qu'on fasse une nomination à lieu et place de Yves Kwaro Chabi. Étant donné qu'après son décès, le chef de l'État a cru devoir faire assurer son intérim par une de ses collègues, je crois laquelle est confirmée aujourd'hui, ministre, alors même qu'elle est déjà titulaire d'un portefeuille ministre des Affaires sociales de la microfinance, qui est un portefeuille assez lourd, assez maous, qui doit s'occuper des femmes, microcrédit, affaires sociales, tout ce qui touche un peu à la vie en société et tout. On lui confie à nouveau le poste de ministre enseignement secondaire, formation technique professionnelle, lequel portefeuille est assez lourd également. On s'attendait forcément à ce qu'il y ait une autre entrée, dès lors que Patrice Talon a décidé de confier ce portefeuille à une autre personne, de faire cesser l'intérim. C'est vrai qu'on peut me dire, oui, qu'il y a déjà des ministres conseillers, en l'occurrence Espedi Gwessou, qui est ministre conseiller enseignement technique et tout. Il y a aussi, je crois, la ministre conseillère, comment on appelle, professeur Sedami, qui également s'occupe de ce portefeuille. Est-ce que les 2 ministres conseillers étant à ses côtés, ça lui permet de pouvoir jouer sur les 2 manettes? Je pense que Patrice Talon est le seul à détenir la politique de gestion de ce pays. C'est cette option qu'il a faite. Bon, on verra bien quelle est la suite, mais je note simplement qu'il y a quand même des jeunes, il y a des têtes bien faites dans ce pays. On va revenir à cet aspect de nos discussions tout à l'heure. Oui, première réaction sur le sujet, Hamzat Abdoulaye, remaniement technique, on n'a pas... Le chef de l'État n'a pas cherché loin que son équipe gouvernementale. Comment est-ce que vous avez accueilli la nouvelle? Tout de suite. Oui, moi je ne suis pas surpris parce que le chef de l'État est resté dans sa logique, ne pas apporter un gros changement, surtout quand il s'agit d'un portefeuille beaucoup trop important. Et je pense qu'on ne mesure pas encore la sensibilité du poste qu'occupait l'ancien ministre désormais, le ministre Yves. Je pense que ce poste, ce ministère plutôt, est un ministère sensible. Et on ne peut pas confier la gestion de ce portefeuille ministériel au premier venu. Donc, pour éviter de perdre du temps, l'idéal, c'est de choisir autour de soi, et le choix de Madame Toyin-Fodé, c'est un choix juste et c'est un choix pensé, parce qu'en matière de gestion, je pense qu'elle s'y connaît, et en matière surtout de gestion d'un ministère aussi sensible, je pense qu'elle pourrait être à la hauteur. Et je trouve aussi une chose importante, et je finis là-dessus, je ne la vois pas dans la durée, soyons certains. Je pense que ça sera une sorte d'intérim jusqu'à ce que le chef de l'État puisse se dire, voilà, j'ai trouvé la bonne personne qui puisse gérer ce portefeuille, qui puisse gérer
ce poste sensible et surtout gérer les urgences de ce poste sensible. Donc, le mandat en cours du chef de l'État, c'est encore pratiquement 1 an. D'un autre côté, il faut rappeler que nous avons les examens de fin d'année également à portée de main. En Conseil des ministres, il y a beaucoup de dossiers qui sont discutés autour. Emmener une femme que nous avons vue aux affaires sociales et que nous voyons également dans les établissements, aller sensibiliser les élèves sur plusieurs thématiques. Est-ce que ce n'est pas un choix judicieux et bien réfléchi, Omar Salouf? Oui, vous avez parlé de pouvoir discrétionnaire. Oui. Donc le chef de l'État est la seule personne qui nomme et qui met fin aux fonctions des ministres et de tous ceux qui interviennent dans l'appareil étatique. On a longtemps vu Véronique Toye-Fodé parcourir les établissements pour diverses raisons liées à ses charges ministérielles. Et donc, j'ose croire qu'elle s'y connaît, qu'elle sait un peu comment ça évolue dans ces établissements, surtout d'enseignement secondaire, et elle est au contact permanent de ces apprenants-là. Et donc, ce n'est que suite logique pour moi. Pour moi, ce n'est que suite logique. Mais je me pose la question, quand Hamzat disait que c'est le temps de trouver la bonne personne, nous ne sommes qu'à quelques mois de la fin du mandat du président Patrice Talon. Je ne sais pas si ce serait à 3 mois qu'il trouverait, à 3 mois de la fin, ou à 6 mois de la fin qu'il trouverait la bonne personne. De toutes les façons, il faut juste supposer que la personne qui l'a placé à la tête de ceux qui l'a confirmé en la personne de Véronique Toye-Fodé est pour nous, elle doit être pour nous la bonne personne capable de conduire à bon escient les affaires de ce département ministériel-là, surtout dans cette période sensible où nous sommes rentrés dans la phase de l'organisation de la préparation et de la tenue des examens de fin d'année. Et donc, on peut oser espérer que ça irait comme sur des rails. Alors, sur le plan politique, pour voir peut-être l'analyse que vous en ferez, Kwaro Yves Chabi était quand même membre d'une formation politique, l'Union progressiste, le Renouveau. Est-ce que le parti ne perd pas un siège au gouvernement? Non, en optant pour ce choix. Véronique aussi est de l'Union progressiste. Alors, vous vous rappelez, il y a peut-être des séquences politiques qu'on ne doit pas oublier. Quand Madame a été débarquée donc, du gouvernement, il y a eu fusion avec... il y a eu une autre tête donc, qui a été amenée. Mais quand Réhomé a rejoint donc, le Parlement, il y a eu fusion. Vous vous rappelez de le ministère des Transports. Moi, je ne m'attendais pas... Quand on voit au ministère de Cameroun. Moi, je ne m'attendais pas à voir quelqu'un d'autre à la tête du ministère des enseignements secondaires. Du moment où, vous savez, vous l'avez fait observer qu'on est à quelques encablés donc des examens. D'accord? C'est des dossiers sensibles qui sont gérés. Et quand on sait que les dossiers sont amenés au Conseil des ministres et que tous les ministères sont imprégnés bien évidemment des dossiers, je ne vois pas qu'on amène quelqu'un d'autre à quelques mois donc des examens et la personne d'abord va travailler, va prendre 2, 3 semaines, 4 semaines pour s'imprégner d'abord des dossiers avant de relancer donc sa machine. Et donc l'option Toye-Fodé est la meilleure. Et également, ça avait été également quelques courses, quelques plaidoiries que les uns et les autres donc peut-être on commençait pas faire quand il y a un poste vacant. Et vous suivez mon regard, quand il y a eu donc cette pète de Yves Kwaro Chabi, donc il y a déjà des gens qui auraient déjà commencé par dire bon, des tentations de se positionner, ça qui faisait la cour, ça permet également au chef de l'État de dire bon écoutez, je n'ai pas satisfait vos doléances, ça fait taire, donc il fait taire tout ce qu'on va dire autour donc de cette nomination, parce que si privilégier quelqu'un d'autre à la place d'une autre personne, on va dire peut-être que, bon, il a fait son choix. Mais en prenant, en optant pour Toye-Fodé, il fêtait donc les polémiques également et au niveau des tractations, chacun doit rester dans son coin et continuer donc, le travail. Il y a que, Emmanuel a soulevé un aspect de la chose qui est aussi très importante. Il y a les ministres conseillers qui sont désormais en train de sonner donc les coins et les recoins pour partager donc
ce qui est fait au niveau du gouvernement. Donc, forcément, il y aura ce tapon-là, il y aura cet accompagnement-là des autres ministères pour accompagner Véronique Toye-Fodé qui, je crois, avec son profil... Allez-y. Non, je voudrais intervenir rapidement par rapport à ce qu'il m'a dit. Les ministres conseillers, c'est des postes cosmétiques, on doit être d'accord là-dessus. Je ne vois pas en quoi les postes de ministres conseillers seront un appoint ou un appui à Mme Véronique Toye-Fodé en sa qualité de ministre de l'enseignement secondaire. Oui. Donc je ne le pense pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que dans l'esprit de Patrice Talon, il y a ce qu'on appelle la rigidité politique. Ça demeure. C'est une note politique, c'est une mémoire politique que certains hommes politiques emploient quand ils sont à la tête d'un gouvernement ou quand ils sont à la tête d'un État. Et cette rigidité politique, il est en plein dedans. Il n'aime pas le grand changement. Et je le dis, aujourd'hui, ce n'est qu'un choix provisoire. Certes, il y a le calendrier des examens que vous avez cités qui pourrait nous faire douter par rapport à ce choix, justement. Pourquoi ce choix alors que ça peut être un choix d'un moment, en attendant qu'il puisse faire la meilleure option. Mais qui d'autre aujourd'hui autour de lui que Véronique Toye-Fodé? Et la dernière chose, c'est par rapport à la fin de sa mandature. Le mandat du chef de l'État se termine dans moins d'1 an. On doit être clair aussi là-dessus. C'est pratiquement au mois de mai prochain. La rigidité ajoutée à ce calendrier des élections qui se rapproche à une vitesse grand V fait en sorte qu'il ne faut pas faire des choix n'importe comment. Il faut faire des choix réfléchis, quitte même à nommer ou à co-nommer une ministre déjà en service dans le gouvernement à un poste vacant au sein du même gouvernement. Ça, c'est déjà vu ailleurs également. Donc, je pense qu'on est dans du déjà vu et Patrice Talon veut aussi sauver son bilan par rapport à sa gestion de son propre gouvernement et par rapport surtout aux nominations qu'il a eu à faire. Parce qu'il faut rappeler une chose, il est le seul responsable de toutes les nominations qui ont été faites depuis 10 ans. Oui, justement, je parlais donc des ministres conseillers, parce que tout simplement, Toye-Fodé vient ici comme profil de technicienne. Les ministres conseillers donc, iront sur le terrain pour faire la propagande. Donc, oui, je réfléchis pas mal. Ils sont forcément des relais pour donc, le ministère. Donc, forcément, ils ont un travail à faire. Il ne faut pas rester statique. On verra justement. Oui, allez-y. Je pense que cette confirmation de Véronique Toye-Fodé cache beaucoup de choses. Il faut noter effectivement, comme ils l'ont dit avant moi, que quand Yves Kouaro-Chabi a été victime de cet accident, au lendemain, il y a eu beaucoup de rumeurs sur qui pour le remplacer. Et il y a eu un peu comme ce qu'on appelle en biologie la danse des gamètes. On a couru autour de ce portefeuille. Ça peut, la confirmation de Véronique Toye-Fodé peut révéler que Patrice Talon a du mal à choisir dans une pléthore de candidatures qu'on lui a proposées. Mais quand je suis mes amis sur ce plateau qui disent que c'est le meilleur choix, non. Autant qu'ils sont tous ministres, ils sont tous les meilleurs choix pour ce poste. Pas que Véronique Toye-Fodé a une particularité. Le ministre de l'enseignement supérieur, par exemple, Madame Ladécan, Yahi, elle aurait pu occuper ce poste, pas plus que d'autres. Moi, tout ce que je voudrais que vous puissiez toucher du doigt, c'est que le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, c'est un ministère assez grand et gros. Qui a beaucoup de chantiers, peut-être qu'on ne le sent pas assez, mais arriver encore à greffer à ce gros ministère déjà, à ce géant ministère, un autre ministère qui parle, vous l'avez dit, il y a des priorités, il y a des urgences, nous sommes en pleine année scolaire aujourd'hui. Pourquoi est-ce que Yves Kouaro-Chabi ne faisait pas fonctionner seul le ministère? Il y avait son DC, il y avait le DAC, il y avait celui du ministère. On aurait pu faire appel à cela. C'était un compte du fait qu'il y a des urgences. On aurait pu dire, bon, monsieur le DC, prenez le poste parce que vous êtes déjà au fait des sujets brûlants du ministère. À choisir dans la maille de proposition. Dès lors que le chef de l'État porte son choix sur un béninois, pour moi, je suppose que c'est le meilleur profil qu'il aurait identifié. Il y a une pléthore de candidatures pour pouvoir le poste, d'accord, mais il fallait choisir quelqu'un quand même. Mais s'il fait l'option de ne pas faire d'ouverture, s'il fait l'option de confier le poste à quelqu'un qui est déjà dans le gouvernement, il faut supposer que c'est le meilleur choix qu'il puisse faire au vu
des circonstances, au vu des réalités qu'il est le seul à maîtriser, à l'instant précis. Donc, dire que Véronique Toye-Fori est le meilleur choix ne veut pas dire qu'elle a plus de bagages intellectuels peut-être que les autres ministères, mais il faut juste supposer que le choix du chef de l'État s'impose à tous et qu'on ne fera que se plier à cela. Je me pose une question par rapport aux ministres conseillers. Les ministres conseillers, ils conseillent qui? Le chef de l'État ou les ministres? Le chef de l'État. D'après les thèses qui nomment les ministres conseillers, ils conseillent le chef de l'État et donc ils sont là pour aller sur le terrain travailler. Et donc, les conseils qu'ils font au chef de l'État impactent forcément les choix ou les priorités ou les politiques à reverser les différents ministères. La difficulté que moi j'ai à ce niveau est que quand je suis ministre conseiller des enseignements secondaires par exemple, et que je dois conseiller le chef de l'État plutôt que de conseiller le ministre de tutelle, ça fait un peu bizarre. Ça fait un peu bizarre. Oui. Qui recense tout et qui le reverse parce que c'est lui qui a ce conseil. Alors finalement, ce qu'on s'attendait, c'était plutôt que, un peu comme le schéma s'est posé au niveau du ministère des Mines, l'autre était ministre conseiller. Et quand Adondi est parti, on l'a élevé. On s'est dit que ça va se répéter de la même manière. Donc je pense que ça cache plutôt pour moi la difficulté à pouvoir choisir dans une pléthore de moi je suis le meilleur chef, je suis le meilleur chef. Si on allait choisir dans les familles politiques, il y a justement de région également. Parce que je vais d'ailleurs vous poser la question en faisant, disons, un parallèle avec ce qui s'est passé également au Conseil des ministres mercredi dernier. Le choix de Daniel Valère Setonogo, préfet du département du Plateau, à qui on a confié désormais le département du Zou, alors qu'à côté, sur le terrain, nous avons des militants qui se battent corps et âme. Finalement, ça devient quoi le militantisme quand vous vous battez, espérant que quelque part on fera un clin d'œil pour vous confier une responsabilité dans l'appareil étatique? J'ai l'impression que le chef de l'État évite quelque chose. C'est-à-dire, on est resté longtemps en attente pour occuper les postes. Et donc, quand on aura à nous confier ça, certes, certains, ils vont s'écarter de l'objectif principal qui est de gérer les affaires publiques. Et donc, pour se servir, en fait. Et donc, j'ai l'impression que le chef de l'État s'écarter d'un tel objectif. C'est vite arrivé. C'est vite arrivé, surtout qu'on est en fin de mandat et que les gens ont attendu 10 ans et ils n'ont rien eu. Ils ont attendu longtemps, ils n'ont pas été nommés ni eux-mêmes, ni ceux qui sont devant eux. Et donc, c'est le moment plus que jamais de se servir, de prendre pour soi et de détaler. Oui, allez-y, Hamza. Moi, je trouve qu'on minimise assez ce qu'est devenu Patrice Talon. Il est devenu un animal politique. Et je disais tantôt, la dernière fois sur vos plateaux, qu'il va falloir enseigner en sciences politiques Patrice Talon. Ces choix peuvent paraître risibles ou peuvent aussi interroger pourquoi les mêmes personnes alors qu'on pouvait choisir d'autres aussi simples. Je pense qu'il y a des paramètres qu'on ne maîtrise pas assez. Le choix d'une personne ou d'une personnalité à un poste aussi sensible que le poste de préfet d'un département nécessite plusieurs critères. Et je crois que ça nécessite surtout l'avis de la personne. Je ne pense pas que Patrice Talon soit demeurer ce dictateur que tout le monde pense, qui impose des choix à tout le monde. Non, vous pouvez lui dire non, je ne peux pas gérer 2 portefeuilles. C'est justement parce qu'il a la capacité de le faire qu'il le lui a confié. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense qu'il y a certaines urgences également à gérer dans ce département. Et moi, je trouve que son profil, eu égard en tout cas à son bilan, dans le département du plateau, eu égard à ce bilan, parce que quand vous observez aujourd'hui le département du Plateau, il y a une sorte de rigueur qui s'est imposée à tous les ressortissants de ce département. Une rigueur, mais vraiment impressionnante. Et quand je vois cette rigueur, mais je me dis, ça ne peut que provenir d'une seule personne. Et je pense que c'est la personne, justement, du préfet. Une rigueur qui va transposer dans le département du Zou. Alors, absolument. Une rigueur ça fera une débauche d'énergie. Bénéfique. Oui. Non, absolument pas. Pas une débauche d'énergie. Je pense que c'est quelqu'un qui sait comment
travailler et ça va partir sur la base d'un plan stratégique. Et si vous partez sur la base d'un plan stratégique, ça va être assez simple pour vous de dérouler votre programme. Et je pense pour moi, ce n'est pas un fardeau, mais c'est beaucoup plus une chance pour les ressortissants du département du ZOO par rapport à cette nomination. Et la dernière chose, je pense qu'il faut aussi il ne faudrait pas qu'on oublie quelque chose de très important. Nous sommes à quelques pas des élections, nous sommes à quelques mois des élections présidentielles et Patrice Talon sera le seul comptable du bilan de tout ce qui aura été fait. Et il n'est pas l'heure justement de faire des choix hasardeux en se calquant sur le calcul politique pour nommer telle ou telle personne. Non, mais il s'agit surtout de faire des choix stratégiques qui puissent être bénéfiques justement aux ressortissants et aussi aux populations. Oui, réaction. Je pense que Patrice Talon quand même nous a donné de constater en début de mandat qu'il était un réformateur. Avant, nous avions 6 préfets pour 12 départements. C'est quand il est venu, il a dit attention, moi je fais cette réforme-là, et ça n'a pas été facile. Hein. Il a fallu qu'il se passe. Et celui dont vous parlez, le préfet du plateau, il a eu un début assez tumultueux. Il a dû intervenir plusieurs fois sur vos émissions, en ce moment sur Actu Matin et tout, pour justifier certains choix qu'il avait fait par le passé. Un homme assez bouillant, hein, assez bouillant. Et donc on s'attendait à ce qu'au décès du préfet du ZOO, que ce soit celui des collines qui viennent assurer son intérim pendant un temps. Et il a fait d'ailleurs. Et donc on se disait que, pourquoi est-ce que Patrice Talon, c'est ce que je dis, c'est une équipe, toute une équipe qui a la préfecture du ZOO. Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas appel à d'autres? Il y a des gens, des cadres, des administrateurs civils, des gens qui ont fait et qui sont même prêts. C'est des gens qui ont rang de préfet et qui peuvent rapidement prendre les priorités et gérer cette préfecture du ZOO là. Non, ne me dites pas. Je pense plutôt que Patrice Talon est devenu plutôt un animal politique assez méfiant. Il ne veut plus que d'autres personnes viennent dans le circuit parce que peut-être il n'a plus confiance en beaucoup de Béninois. Mais pour ma part, c'est vrai, quand j'ai eu l'information hier, quelqu'un me dit, mais plateau ZOO. Je dis oui, il passe par Kétou, il embranche dans comment dit-on, dans Agoni, et puis il est déjà dans le ZOO. Mais ce n'est pas facile. Je pense qu'il vaut mieux faire des choix en faisant en sorte qu'on puisse suivre le choix qui a été fait par Patrice Talon de doter chaque préfecture d'un homme. Et donc, on s'attendait tous à ce que... Il a parlé moi je pense qu'il faut séparer les choses. Hein. Quand il parle de réformateur, certes il est un réformateur, mais le principe de la déconcentration n'a rien à voir avec la réforme. Je pense que la déconcentration suit des principes clairs. Et le choix établi par Patrice Talon vis-à-vis de ça a eu des résultats qui pour moi sont satisfaisants. En tout cas, sur ce terrain, il y a bien d'autres terrains sur lesquels on peut flageller Patrice Talon. Hein. Justement, sur le terrain de la nomination de ces ministres conseillers, alors à quoi servent alors les vrais conseillers alors du chef de l'État? Posons les bonnes questions. Donc, il y a énormément de choses. Il n'a pas eu beaucoup, Patrice n'a pas eu beaucoup de conseillers. Ça, c'est vous qui le dites. On voyait beaucoup de conseillers techniques assis, conseillers techniques à ça. Il n'a pas eu beaucoup de conseils visibles. Ça, on doit être clair là-dessus. À quoi servent alors le banc de tous les conseillers, des conseillers qui existent? Et aujourd'hui, on a des ministres conseillers. Moi, je ne trouve pas leur utilité. Vous avez dit qu'ils sont sur le chantier, mais c'est surtout cosmétique et surtout pour arranger le bilan de Patrice Talon. Parce qu'il y a un chef d'État qui disait surtout le bilan politique. Votre bilan est votre boulet. Et peut-être il veut sauver ce boulet en envoyant une horde sur le terrain. On verra avec le temps. Sur ce choix-là, Patrice Talon n'a été mal conseillé. Ce n'est pas un choix qu'on doit applaudir des mains et des pieds. Le choix du préfet? Du préfet. Oui. Parce que, vous savez, quand le préfet Coton est parti, il y a eu d'autres transactions. Il y a des teneurs politiques dans le ZOO qui pouvaient prendre en main la préfecture. Et donc, dans ce choix-là, même s'il a eu une multitude de choix, connaissant Patrice Talon, qui pouvait donc se faire... pouvait rallier tout le monde à sa cause avec des précisions en parlant avec les uns les autres. Il faut donc faire un choix optimal, choisir
en cadre du jour. Vous avez vu le temps que ça a pris avant qu'il ne fasse le choix? Peut-être qu'il a fait les consultations, qu'il a discuté avec beaucoup de monde, mais malheureusement, il n'a pas... C'est la méthode de candidature. Emmanuel a bien fait de rappeler. Et l'image qu'il a donné, l'image pour moi, ça parle beaucoup. Vous avez une pléthore de gens qui sont à une porte et qui attendent de s'y engouffrer. Quand vous ouvrez, vous voyez comment ils vont aujourd'hui, n'ayant pas pu nommer beaucoup de gens en 10 ans, avec tout ce qu'il y a comme attente aujourd'hui, justement, c'est ça aussi. Mon ami aurait pu être fait aussi. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui fait que... On essaie d'enseignement secondaire. Si on a fermé la porte à ce niveau-là, au moins au niveau de la préfecture, on devrait ouvrir pour permettre à d'autres cadres d'expérimenter la chose politique, la gestion politique. Nous sommes en fin de mandat. Non, on essaie justement ça. Patrice Talon est méfiant. Surtout avec les épisodes en politique, tous les mots sont permis. Patrice Talon n'a pas envie à 3 mois, à 3 mois, à 2 semaines, à 1 semaine, le même jour. Est-ce que c'était une bonne référence? Non, c'est pas une référence, mais on peut le faire. Il est encore à 1 an de la fin de son mandat. Oui, qui ne voudrait pas que son frère, son oncle, son parent soit nommé, ou soi-même soit nommé. On l'aurait tous voulu. Mais Patrice Talon a fait cette option. Pour moi, il faut qu'on la respecte. À entendre mes confrères, mes co-débatteurs, que finalement, les postes sont toujours restés des gâteaux pour remercier un ressortissant. Oui, non, la déconcentration, on a non, politique. Absolument pas. On est certes en politique, mais il y a des règles à respecter. Il y a posé une question tout à l'heure. La déconcentration, revenons. Non, mais militantisme, déconcentration, ça n'a rien à voir. La décentralisation, le militantisme, c'est des choses qui sont séparées. Ça a tout à voir, mais c'est des choses qui sont séparées. Je le dis parce que on ne peut pas choisir quelqu'un parce qu'il est ressortissant à la tête d'un département. Absolument pas. On choisit en fonction d'un programme, en fonction d'un objectif à atteindre. Je ne sais pas si vous avez compris la logique de Patrice Talon quand il parlait de réforme. Et justement, c'est pour ça que je voulais clarifier sa position de la réforme et par rapport à ce qu'est la déconcentration. Il est important que dans toutes les têtes, on se dise, mais le choix n'est pas en fonction de l'origine, n'est pas en fonction de la région ou de la personne. Non, on n'est pas encore. Du tout pas. Du tout pas. Nous parlons des préfets, donc des gens qui sont censés connaître leur zone. Quand vous prenez le plus cas, par exemple, le préfet de l'Atlantique, il est de Ouida, mais il siège à Lada. Et donc, il a une vue. Et vous, quand vous prenez la plupart des préfets, vous remarquez que chaque préfet est de la zone parce qu'on fait des soucis. Et mieux, nous parlons vers des élections, nous parlons vers une période assez tumultueuse. Le préfet doit être là, présent, pour être proche de la population. C'est pour cela que quand on parle de déconcentration, il faut qu'on puisse vraiment déconcentrer. Il ne faut pas qu'il y ait cumul de postes, cumul ministre. Il ne faut pas oublier l'appartenance politique. Vous imaginez qu'il aille prendre un membre influent du parti Les Démocrates pour le nommer préfet à quelques jours des élections? Ah non, c'est pas possible. Bien sûr, l'appartenance, la coloration politique. Quand vous avez l'habilité pour travailler pour un gouvernement, je crois que la récompense, c'est la nomination. C'est forcément la nomination. Justement, il y a un débat à faire. Moi, je ne suis pas d'accord pour le fait que les préfets aient des connotations politiques. Parce que le préfet, si le président de l'Assemblée nationale a une connotation politique, c'est pas le préfet. Il est le chef de l'État en miniature. Il est là en tant que chef d'État. Donc, en tant que même le chef de l'État, il n'a pas une connotation. On évolue, on va parler de ce fait qui est toujours dans les mémoires, le nord du Bénin qui a été une fois de plus frappé par une attaque meurtrière. Malheureusement, notre pays a perdu des hommes. On ne veut pas revenir sur le bilan humain ni le bilan matériel puisque nous le savons. Ce qui doit aujourd'hui préoccuper, c'est comment contrer la menace et bouter loin de nos frontières ces individus armés. Je vous propose de jeter un petit coup d'œil sur cette une du journal Le Matinal.
qui titre « Lutte contre le terrorisme ». La communauté Peul appelée à la rescousse. L'article évoque également les échanges avec le haut commandement militaire et propose plus loin que les chasseurs soient associés à la lutte. Toute l'humanité, il faut le rappeler, souffre abondamment de l'invasion de ces meurtriers. Il faut forcément un sursaut. Alors, que vous inspirent les options énoncées? Discuter avec la communauté Peul, faire appel aux chasseurs. Omar Salouf. Oui, je crois que toutes les options seraient bonnes pour venir à bout de ce mal. Il faut déjà faire comprendre aux populations riveraines, aux populations à la base, ce que c'est que le terrorisme, qui est un terroriste, et comment collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour que les opérations se mènent à bien. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ces populations-là qui ne savent pas encore que les terroristes ne sont pas des musulmans. Ils ne sont pas des musulmans. Parce que le musulman, ça ne tue pas comme ça. Le musulman n'est pas celui qui massacre les gens de cette façon. Et donc, il faut que la sensibilisation soit intensifiée. Il faut que les forces de défense et de sécurité soient beaucoup plus à l'écoute de ces populations-là pour prendre les informations nécessaires. Parce que en réalité, leur circuit de pénétration, ce n'est pas les communautés. Ce n'est pas les communautés qu'ils rentrent pour avoir tout le plan de riposte pour pouvoir bien attaquer. Et donc, de ce fait, s'il n'y a pas cette franche collaboration entre citoyens et forces de défense et de sécurité, il y aura un gros problème. Et l'autre chose, c'est cette collaboration tant espérée entre les forces de défense et de sécurité béninoises et les autres forces de défense et de sécurité de la sous-région, en l'occurrence les pays limitrophes. Les pays limitrophes tels que le Burkina, le Togo, le Niger et autres. Et donc, si cette collaboration n'existe pas, ça veut dire que les efforts pourraient être vains à bien d'égards. Oui, d'abord, il faut déplorer donc ce qui est arrivé là. Mais le Bénin fait de gros efforts dans la lutte contre cette affaire-là. Bénin se retrouve, au point très par exemple, se retrouve seul devant l'envahisseur, ce qui gêne un peu. Et le porte-parole du gouvernement l'a rappelé à plusieurs fois, à plusieurs occasions, quand le Niger et le Burkina Faso désertent et laissent donc le point très seul au Béninois. Voyez un peu ce que ça dit. Et cette fois-ci, ils sont venus de ces deux pays, ils ont pris part, le Niger et le Burkina Faso. Ça pose beaucoup de questions. Et quelqu'un m'a dit, Henri, mais d'où est-ce comment ils arrivent à trouver les armes sophistiquées? Il y a cette grosse question-là qui est restée. Comment ils arrivent donc à se procurer donc ces armes-là? La question est restée donc au cœur des populations. Mais la question que vous avez posée, comment faire maintenant pour qu'il y ait un sursaut patriotique, un sursaut national et international aussi. Oui, déjà il faut dire à partir donc de point trip demander donc parce que particulièrement il y allait plusieurs fois au Burkina, au Niger pour qu'il y ait une concertation, une collaboration pour aller donc contrer ces ennemis-là. Mais la chose c'est qu'au niveau local, oui, on a dit que c'est vrai, c'est une guerre asymétrique, mais au niveau local, nous avons vu dans l'article, oui, le rédacteur donc a bien fait de rappeler que les chasseurs donc avaient été donc en tout cas, on a vu les chasseurs où ils se sont illustrés. Voilà. Donc, on pouvait, oui, normalement, demander aux chasseurs de revenir en renfort. Ce n'est pas une guerre normale, c'est une guerre asymétrique. Donc, tout ce qui est norme, on peut oublier tout ce qui est norme. D'accord? Et faire renforcer notre armée par tout ce qui est possible à utiliser. Je parle donc même, on peut même aller même au-delà même de chasseurs, aller même utiliser même s'il faut, si vous voulez, si vous voulez que j'utilise ce thème, des dispositions traditionnelles pour aller donc pour cette lutte. Parce que ça fait peur qu'on est passé donc de 28, on est passé à 54. Demain, qu'est-ce qu'on peut avoir encore? Donc, pour moi, et vous voyez l'horreur avec les vidéos qui sont diffusées. Alors, oui, les chasseurs, ça peut aider l'armée? Alors, déjà, nous sommes en 2025 et j'ai l'impression que c'est seulement aujourd'hui tout le monde se réveille, que quelque chose se passe. Alors, je vais revenir là-dessus. Moi, je voudrais d'abord faire une analyse profonde par rapport à ce qui se passe. Parce que, vous savez, en 1960, nos États sont indépendants.
avec toutes les réjouissances autour, les chefs d'État et tout le tumulte autour. Et derrière, nos États avaient intégré ce jour ou cette collectivité internationale en intégrant cette mondialisation, permettant d'ailleurs aux chefs d'État de pouvoir voyager, d'aller au sommet de l'ONU, etc. Mais dans le fond, de quoi avons-nous hérité? Nous avons hérité d'États-nations sur la base de cette conférence de Westphalie en 1646, pardon. Et que disaient les termes de cette conférence de Westphalie, de cette traité de Westphalie? C'est l'instauration d'un ordre international. Un État est désormais doté d'une géographie, d'une frontière, d'un drapeau, d'une hymne nationale et tout le folklore qui va avec. Mais ça, ce n'était pas je dirais des idéaux auxquels on était déjà apprêtés. On n'était pas du tout préparés. Et de 1960 à 2025, vous allez constater qu'on a des États faillis en réalité. Des États qui disposent d'un nom, d'un État, parfois on parle même d'État-nation, comme il y a eu l'État-nation. Or, l'État-nation, c'est surtout axé autour de la langue commune en tout le monde. Donc, ce n'est pas du tout le cas. Donc, on a eu des États faillis, des États qui étaient comme des coquilles vides en réalité. On a des États, mais à certains confins, dans certaines régions, l'État disparaît. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de structuration, il n'y a pas d'armée, il n'y a pas d'aide sociale, il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a rien du tout. Alors, en 2025, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu la déflagration du terrorisme qui est née ou qui a été accélérée par la chute du régime libyen. Ensuite, il y a eu le silence et le mutisme de tous ces États du Golfe de Guinée qui se disaient, bon, c'est pas notre problème, tant que ça se passe ailleurs, c'est pas notre problème. Or, on s'est rendu compte en réalité que nos frontières étaient poreuses en réalité. Et cette déflagration des terroristes dans le Sahel, vu qu'ils sont aujourd'hui asphyxiés par le Mali, le Niger, le Burkina Faso, ne donne pas d'autre résultat que de venir faire ces États du Golfe de Guinée, dont le Bénin. Et aujourd'hui, on se réveille et on se rend compte en réalité que les terroristes existent. Or, des dispositions auraient dû être prises. Je ne dirais pas aujourd'hui, mais depuis fort longtemps, pour renforcer le dispositif à nos frontières, le dispositif de sécurité à nos frontières, pour renforcer la capacité et la capacité de nos forces armées, pour instaurer l'éducation, parce qu'on a l'impression que l'éducation n'a pas son rôle à jouer. On a parlé d'un ministère sensible aujourd'hui qui concerne l'éducation. Si vous n'avez pas assez d'écoles et vous construisez des prisons, si vous n'avez pas assez de structures socio-communautaires, exactement, eh bien vous allez vous rendre compte que dans 10, 15, 20 ans, il n'y aura pas de structuration à ce niveau, au niveau de la jeunesse, au niveau du social. Et très rapidement, ils seront endoctrinés, c'est-à-dire les populations. Et je finis là-dessus en disant quelque chose de très important. Nous sommes impliqués dans une guerre asymétrique, c'est vrai, je suis complètement d'accord, mais dans une guerre qui a 4 connotations. La première connotation, c'est la guerre d'information qu'on doit remporter. Ensuite, la guerre du renseignement, qui est à travers justement l'implication de cette communauté. Et la troisième guerre, c'est la guerre militaire. On doit renforcer nos militaires, on doit renforcer la capacité de ces militaires que j'ai évoqués tantôt, on doit les former suffisamment. Envoyer les chasseurs sur ce genre de front, c'est envoyer en réalité des chairs à canon, en réalité. C'est abattre des gens. Parce que, écoutez-moi, ce que vous avez en face, c'est des gens qui sont dotés des derniers... en tout cas, matériel de guerre. Exactement, des dernières armes en réalité, qui sont capables de transpercer des murs à des distances données. Donc si vous envoyez de la chair à canon devant ce front, c'est mal parti. Et la dernière guerre, c'est la guerre sociale. Il faudrait que nos gouvernements, je parle là de tous les États du Golfe de Guinée, investissent dans le social plus que jamais. C'est maintenant qu'il faut le faire. On a toujours mis le social de côté en se disant que la politique, c'est la priorité, en se disant l'économie avec les chiffres redondants. Oui, on doit accélérer le développement, etc. Nous sommes premiers à tel endroit, donc en réalité, sur le terrain, ça passe. Gagner la guerre sociale, en réalité, c'est remporter toutes les autres batailles, notamment sur cette guerre contre le terrorisme. Oui, je ne pense pas que ce soit aujourd'hui qu'on découvre le terrorisme. Et c'est d'ailleurs ça qui fait que le Bénin a pris des dispositions pour installer des camps sur certaines positions de ses frontières. Je pense qu'aujourd'hui, comme l'a dit mon co-débatteur, il faut travailler à ce que les pays
limitrophes qui sont concernés par cette zone un peu bizarre, hein, que ces pays puissent travailler à ce qu'on ait une collaboration pour pouvoir contenir les éléments qui sèment la terreur. Et la guerre que moi je voudrais qu'on renforce tout, c'est la guerre de la communication. Parce que quand vous laissez les derniers faits sont produits le 17 avril, il a fallu seulement le 23 pour que le gouvernement sorte officiellement les chiffres et nous dise, n'est même pas allé dans les détails pour nous dire comment est-ce que les éléments ont été attaqués. Que ce soit par exemple, je vais donner une image un peu les faits qui sont produits au World Trade Center. Oui, c'est des faits qui ont surpris tout le monde. Mais ici, il s'agit de positions militaires que les terroristes attaquent. On se demande, est-ce que c'est le défaut de renseignement? Est-ce que c'est le défaut de garde? Est-ce que c'est le défaut de veille qui fait qu'on peut surprendre un camp comme ça là? Défaut de formation. Parce que quand vous allez sur ces positions-là, vous savez que vous êtes là pour mener une bataille. Il ne s'agit pas d'un camp militaire comme ça qu'on est venu attaquer. Encore que là aussi, on sait comment les gardes se montent, on sait comment ça évolue. Donc je pense que sur le volet information, ce qui manque jusqu'à présent, c'est comment est-ce qu'on va attaquer des positions comme ça. Alors que les gens savent, nos militaires savent qu'ils sont là pour des batailles en permanence. Mais comment est-ce qu'on les surprend comme ça? Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que, j'en viens, pour le premier cas qui s'est produit en janvier, l'information finit de toute part nous a dit qu'il y a eu des trahisons dans ce cas. Est-ce que le gouvernement est venu nous dire oui, pour le cas qui s'est passé le 1er en janvier, il y a eu défaillance à ce niveau qu'on va corriger. Si ça avait été corrigé, peut-être qu'on n'aurait pas assez l'information militaire, vous savez ça aussi. Non, mais ça c'est un truc, je suis d'accord. Mais quand on va supprendre comme ça nos éléments, les hommes armés qui sont là vraiment pour contenir une certaine attaque, ça pose problème. On se dit, mais si le bois vert brûle à ce point, alors qu'en est-il du bois sec? Il compare la proposition faite, l'option, en tout cas, c'est pas encore les propositions faites, comme une manière d'envoyer de la chair à canon. Quand on dit, il faut associer les peuples, il faut les associer comment? Est-ce que ce n'est pas dans l'éducation, dans l'information, dans le renseignement? Vous savez, c'est de la communauté qui sont contre les identifiés, qui le recrutent. Il y a quelques années, on nous a signalé un cas de braquage. Et c'était en ce moment le commissaire Servo Gaudens, qui était commandant BAC à Papa, et qui a invité les organes de presse pour venir un peu, parce qu'il voulait prendre les éléments sur le vif. Et donc, il nous a dit, oui, finalement, le braquage n'a pas eu lieu. Mais il dit qu'au cours d'une enquête qui les a amenés au Nigeria, où ils devaient infiltrer des réseaux pour pouvoir rechercher des braqueurs qui sont venus semer la terreur au Bénin, il y a des vieux de Nigeria qui leur ont dit, quand vous finissez de former vos militaires, vos policiers, envoyez l'information chez nous. Parce que quand on les a formés, quand on leur a appris à manier les armes, il faut maintenant qu'ils apprennent à manier aussi leur corps. Donc c'est pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'effectivement, au-delà du maniement de l'arme, il faut ajouter, nous avons une culture, nous avons des forces visibles et invisibles. Donc je pense que le fait de vouloir associer les chasseurs à ce combat, encore que moi je ne suis pas d'accord pour le fait qu'on puisse ventiler l'information en disant qu'on associe les chasseurs. Qu'on a discuté avec la communauté. On aurait pu ne pas ventiler l'information parce que le ventiler, ça peut-être apporte de moulin de l'ennemi qui va peut-être aussi revoir cette stratégie. Vous l'avez dit, ils ont les armes de dernière génération, on se demande comment ils se procurent ces armes-là et tout. Je pense qu'il faut... Pour moi, associer les chasseurs, associer les peuls, ce n'est pas les envoyer au front. J'ai dit au début qu'il faut que les informations passent, il faut que les communautés soient informées de qui peut être terroriste. Quand on voit un individu qu'on n'a pas l'habitude de voir dans la communauté, il faut le signaler, il faut savoir à qui donner l'information. Parce que c'est pas forcément un circuit avant d'aller attaquer les bases militaires. Ils ne viennent pas du ciel, ils passent sur la terre. Justement, c'est ça. C'est pas forcément des étrangers, c'est des alliés avec qui tu as justement. C'est ce qu'ils sont envoyés. Et qu'est-ce que disait c'est en cela que le volet social. Parce que vous devrez
bon, on leur propose des sommes de... en tout cas, des motos et tout le reste. beaucoup de Donc, choses. ils se laissent emporter. Donc, c'est les gens qui sont dans la communauté, il faut leur montrer que nous n'avons qu'un seul pays, un seul drapeau. Et que dès que ça va péter, tout le monde... Et voilà. Il y a un dernier aspect que je voudrais ajouter. La BGF, l'agence béninoise de gestion des frontières, a commencé un travail très bon en installant les écoles, en installant les centres de santé pour montrer qu'il y a de la vie. Il y a des gens qui vivent là. Et donc, ces gens-là qui sont positionnés, ou bien nos confrères, nos concitoyens, j'allais dire, qui sont dans ces communautés, savent que le Bénin va jusqu'à ces niveaux-là et que nous devons travailler à donner l'information. C'est très important. La guerre de l'information, si le Bénin ne gagne pas cette guerre, on aurait tout perdu. Je voudrais renforcer ce qui vient d'être dit par rapport à la BGF. Je pense que le travail de la BGF, c'est un travail à saluer, hein, parce que longtemps ils ont fait la sensibilisation avec M. Baglo, je pense, à l'époque. Ils ont fait beaucoup de sensibilisation. Ils ont énormément communiqué autour du danger, de la violence et de tout ce qui est autour. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec toute cette déflagration, le travail de la BGF pourrait être associé à ce qu'on appelle un village de Potemkin, c'est-à-dire quelque chose de cosmétique en réalité qui ne peut pas contenir le vrai danger. On doit être réaliste par rapport à ça. On doit dépasser ce stade de la BGF en ayant une dimension, je vais dire, nationale, supranationale. Cette cause doit être une cause défendue par tous en réalité et être une priorité de notre gouvernement. Je ne comprends pas le mutisme aussi, et je rejoins Herman par rapport à ça, le mutisme par rapport à ces questions de sécurité. La sécurité et la défense, c'est l'affaire de tous, pas d'un seul corps ou d'un seul corps armé. Et je finis là-dessus en saluant ces corps armés qui font aussi un travail excellent sur le terrain. Ce n'est pas parce qu'ils sont incompétents, non, mais je pense que c'est parce qu'il existe des carences à plusieurs niveaux qu'il va falloir renforcer, et au niveau étatique, mais aussi au niveau interétatique. Le Burkina, le Niger, le Nigeria et le Togo, on doit renforcer nos coopérations militaires et sécurité avec eux. Pourquoi aller en France ou pourquoi aller jusqu'en Europe pour chercher un dispositif sécuritaire alors qu'on peut signer des accords de coopération avec le Niger de défense, des accords de défense avec le Burkina Faso, même dans un climat de guerre. Des États ont signé des accords de coopération. Donc, on doit réinventer notre diplomatie en la rendant plus dynamique, en priorisant nos intérêts. C'est de ça qu'il s'agit. Je me rappelle au temps fort de ces braquages récurrents au Bénin, à Cotonou notamment. Il a fallu cet accord de coopération, l'opération Faya for Faya, qui a permis quand même d'avoir une force conjointe bénino-nigériane et tout, qui permettait de sillonner les frontières et qui a quand même permis de freiner un peu. Moi, je pense que il y a l'autre bataille qu'on n'a pas suffisamment, sur laquelle on n'a pas suffisamment élaboré, c'est la bataille de la communication. Je pense qu'il faut une communication de crise pour ces situations, parce que quand vous laissez les éléments balancer des infos comme ça sur la toile, c'est parti, on vous parle de 700, de 70 personnes, alors que finalement, on a pris ça. Je pense qu'il faut, je ne sais pas. Comment est-ce que la vidéo elle n'est pas venue dans cette piscine d'information. C'est aussi ça, puisque pour ce que j'ai lu, ils aiment, c'est de grands communicants, ils adorent, ils adorent passer l'information. Ça peut effrayer, ça crée la peur, la psychose. Ça nous amène à ne même plus avoir confiance en nos forces. Mais comment ils se laissent abattre comme ça? Alors que nous sommes. Donc je pense qu'il y a lieu au sein du gouvernement, à mon sens, de revoir un peu le volet communication pour que quand ça survient comme ça, qu'on sache rapidement sur quel point on essaie d'éclairer l'opinion pour que ça on ne laisse pas les événements passer avant de revenir après nous chercher à rectifier quoi que ce soit. Le Bénin a été prouvé, mais le Bénin reste encore debout, solide et très engagé au front. Et nous avons vu dans la foulée, comment dirais-je, les acteurs politiques, les partis politiques et bien d'autres personnalités pondre des communiqués pour apporter leur soutien à nos forces de défense. Sans proposition, c'est ça aussi, c'est ce que tu disais, oui, voilà, c'est un ennemi commun. Et l'ennemi ne connaît pas l'opposition ou la mouvance. Donc, normalement, dans les communiqués ou bien, il doit y avoir donc des propositions qui doivent être faites. On ne doit pas mettre les propositions dans les communiqués. Non, il faut les passer directement à l'état-major, par exemple. Est-ce que vous avez entendu qu'il y a
par exemple, que l'opposition a fait des propositions à l'état-major ou bien au président ou bien au ministre de la Défense. Non, c'est ça aussi. Mais on est en que pour parler dessus, pour créer une polémique sur les chiffres. Non, c'est pas ça. Moi, je pense que nous avons une limite comme aujourd'hui. Et quand on m'a dit que le président, l'ancien président, Bouriaye, était allé rencontrer Abdoulaye Moussou et on me dit pour parler de la sécurité. Je dis, voilà, on est en face de la réalité maintenant. Oui, ça a donné quoi? C'est ça aussi. D'accord. En tout cas, c'est qu'il faut tous que nous levons pour rester derrière nos formes de défense et de sécurité. Allez, on va aborder notre sujet cette fois-ci. J'aimerais qu'on aille voir un peu ce qui se passe ailleurs et pas très loin de chez nous, en Côte d'Ivoire, à peine investi à la tête de son parti, le PDCI RDA, Tidjane Thiam ne va pas, en tout cas pour l'instant, pouvoir être candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025 dans son pays, tout comme de grandes figures politiques. Je vais citer Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, Guillaume Soro et beaucoup d'autres Ivoiriens radiés de la liste électorale pour déchéance de droits civils et politiques. En attendant la publication de la liste électorale définitive prévue pour le 20 juin prochain, eh bien, messieurs, la Côte d'Ivoire se patiente, même s'il y a beaucoup de réactions. Que voyez-vous venir en Côte d'Ivoire avec les événements qui s'y passent en ce moment? Henri Mbolé. Mais non, écoutez, je vois venir en 2025 un Wahala. Un Wahala du moment où les signes avant-coureurs sont donc déjà annoncés par celui Thiam. Parce qu'il a dit qu'il n'y a pas de plan B et donc on va essayer donc de tenter de faire un forcing à ce niveau-là. Est-ce que le gouvernement va céder à cette pression-là? Est-ce que le gouvernement va céder? Parce qu'il y a déjà des appels à la mobilisation pour que les citoyens investissent les rues pour demander qu'il y ait quelque chose qui soit corrigé. Mais déjà, il faut faire remarquer que Thiam donc a toutes mes excuses, mais il a été naïf quelque part. Parce que quand vous avez donc double nationalité jusqu'en 2022, où vous faites enrôler sur la liste électorale, vous devez déjà travailler à ce que... parce que c'est pas du jour au lendemain, on a cette envie de devenir président. C'est un travail de longue haleine. Donc déjà, depuis 2020, il a commencé par travailler peut-être pour devenir président. Et on a 2025. Et il découvre qu'il ne devait pas donc avoir deux nationalités pour être président. Donc il est allé en France et donc faire les formalités pour se retrouver avec une seule nationalité. Voilà que... le président s'est engagé et puis on est bien loin dedans. Oui, on leur a dit donc de la liste électorale. Donc il est en l'air. Alors qu'il est né en Côte d'Ivoire. Donc pour moi, il a quelque part que lui-même, il a posé qui aujourd'hui se retourne contre lui. Mais il constitue déjà, un blocage. Il faut reconnaître que nous sommes sur le terrain politique, je le dis très souvent, nous sommes sur le terrain politique, et c'est une manœuvre politique de grande envergure. Parce que le seul qui peut, comment dire, faire face à Ouattara, le seul qui peut défier Ouattara, c'est lui au niveau de la classe de l'opposition aujourd'hui. De la classe politique aussi. Il fallait quand même... Alors oui, Herman. Moi, je veux simplement que le concept de l'ivoirité à la peau dure, et que autant ça a créé des tensions par le passé, ça pourrait encore l'être pour 2025, pour octobre 2025. Sauf que les politiciens, et c'est en cela que je reviens sur le volet naïf, la naïveté de Tidjane Thiam, pourquoi ne pas avoir un plan B? Si Sonko n'avait pas un plan B au Sénégal, il ne serait pas là au côté de Diomaye Faye. Donc, je pense que les acteurs politiques qui sortent un peu, qui se réveillent un peu assez tardivement, pour aller contre quelqu'un qui est au pouvoir, ils devraient prendre ça comme leçon pour se dire attention, si nous avons un plan A, c'est de penser à un plan B. Malheureusement pour eux, ça va marcher parce qu'une fois qu'ils sont radiés, ils sont radiés. Ouattara aujourd'hui, je pense qu'il a le plein contrôle de ce qui se passe en Côte
pas, malgré tout. Tous ceux qui peuvent, jeunes, qui peuvent encore lui tenir tête. Il y en a qui sont ailleurs, il y en a qui sont... Et donc, je pense que, oui, Ouattara, ça va venir, mais si c'est vite comme... C'est sûr que Ouattara aussi, en les voyant venir, c'est déjà qu'il y aura des situations comme ça. Donc, pourquoi pas, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait un scénario assez difficile, très difficile à contenir. Et ils vont vite comprendre et puis bon, on va passer à autre chose. Est-ce que ça sera aussi facile? Bon, moi je note que beaucoup de politiques africains comptent souvent sur la force, les soulèvements populaires pour espérer s'imposer et même s'imposer à la loi. Il a évoqué le cas de Sonko. Et il y a cette humilité-là qui manque à beaucoup de politiciens africains qui ne voient pas que si ça les dépasse, quelqu'un d'autre pourrait prendre le relais. Je vois clairement dans la posture de Thiam qu'il ne veut pas laisser passer un autre et il estime que, à part lui, personne. C'est là qu'il va tomber dans son propre piège. Rien qu'en prenant l'exemple sur le cas Sonko, qui a eu l'ingénieuse idée de laisser passer Bassirou Diomaye Faye, de proposer Diomaye, il devrait s'en tenir à ça et rapidement penser à un plan B. Mais il dit vertement qu'il n'y a pas de plan B, que soit c'est lui, soit c'est personne. Ça veut dire qu'il y a une frange de la population ivoirienne qui fait confiance à Thiam, qu'il est en train de conduire dans le décor. Il faut dire les choses clairement. Il est en train de conduire ses partisans dans le décor parce qu'il estime que si ce n'est pas lui, ce n'est personne. Non seulement il n'a pas eu la présence d'esprit de prévoir tout ce qui se passe, parce qu'il sait bien que quand on a une double nationalité, on n'est pas éligible en Côte d'Ivoire. Quand on a une autre nationalité, on est systématiquement déchu de sa nationalité ivoirienne. Et quand on renonce à l'autre nationalité qu'on a, avant de devenir encore ivoirien, il faut une autre du président de la République. Il a pensé à rien de tout ça. Maintenant que la situation se présente, il a envie de faire du forcing. Je ne trouve pas un Thiam et ses sympathisants évoluer dans ce processus et triompher. Comment analyser? Je ne les vois pas. Ce qui arrive à Thiam et à l'opposition. Tout ce qui vient d'être dit, parce que Thiam n'a rien de celui qui est révolté. Au contraire, écoutez son discours, c'est le discours apaisant du démocrate qui veut comprendre pourquoi cette décision, qui est pour moi injuste, et je rejoins d'ailleurs ses propos, injuste et injustifiée en réalité. Le père de Tidjane Thiam, je parlais d'héritage, je vais y venir, je parlais d'héritage colonial tout à l'heure. Voilà encore je vais dire un autre cas, un exemple d'héritage colonial hérité, parce que cette loi, c'est une loi qui date de 1960, mais qui continue d'agir jusqu'en 2025 sur, enfin, dans un État qui est censé être indépendant, souverain, exactement. Or, le cas de Tidjane Thiam, c'est un cas vraiment particulier. Le père de Tidjane Thiam était déjà français aussi. Donc, Tidjane Thiam, nulle part n'a demandé la nationalité française avant de l'obtenir. Ce n'est pas le cas d'une naturalisation. Tidjane Thiam n'a pas été naturalisé français. Et c'est la position que défendent les avocats de Tidjane Thiam. Tidjane Thiam n'a pas été naturalisé français. Non. Alors, le débat, français de fait. Exactement. Et normalement, ce problème ne devrait pas se poser. Deuxième élément, c'est que dans le processus qui a abouti à cette décision de justice, je pense qu'il y a vraiment une coloration politique dans cette décision. Une main invisible, peut-être, qui tire les ficelles dans l'ombre. Ça rejoint ce qu'on disait par rapport aux systèmes qui veulent perdurer et qui refusent l'alternance. Le piège est partout, hein, au Togo, au Bénin, et peu importe. Le piège de la continuité est partout. Et quand ce piège se pose, les dirigeants au pouvoir ont souvent, enfin, se disent qu'ils n'ont qu'une seule option: mettre de côté tous les potentiels candidats qui puissent peut-être renverser l'ordre établi et qui puissent probablement aussi casser la dynamique qu'ils ont établie pendant 10-15 ans. Le cas de Sonko, c'est un cas aussi à part, parce que je ne pense pas que Sonko aurait réagi autrement s'il n'était pas emprisonné.
Tidjane Thiam est en toute liberté. Je pense que c'est des cas vraiment différents. Si Sonko était en liberté, il n'aurait jamais proposé... C'est pour dire que quand on a un plan A en politique, il faut avoir un question de plan A. C'est vrai que le père de Thiam est français. L'enfant est devenu français de droit parce que c'est de ses droits qu'il est devenu français. Mais il sait, les tests qui aujourd'hui sont en vigueur en Côte d'Ivoire disent, quand vous avez double nationalité, voici ce qu'il faut faire, voici ce... Et donc il aurait plus le temps depuis longtemps de faire ces tests-là. Vous avez envie de bons conseillers qui lui disent attention, si vous voulez être président, sortez de ce schéma et puis devenez président, devenez candidat à la présidence. Voici ce que moi je pense. En réalité, Tidjane Thiam n'a pas pensé être président, n'a pas pensé être chef d'État. Il y a encore 3 ans, c'était quelqu'un qui était au cœur de l'appareil économique et financier. C'est quelqu'un qui a été à la tête de Crédit Suisse, par exemple, qui ne rêve pas d'être chef de l'État. C'est vrai, il y avait des voix qui s'élevaient pour le solliciter à ce poste de responsabilité. Et d'ailleurs, son adhésion au parti HDP, PDCI, pardon, PDCI, oui, c'est bien ça, PDCI, RDA, c'est récent, ça ne date pas, ça ne dépasse pas 2-3 ans. Ça veut dire qu'il se levait un peu tard dans le Montreux là. Et ça me rappelle le cas Strauss-Kahn, qui aussi a pensé un instant qu'après là-bas, il aurait pu se retrouver. Ça veut dire que ce n'est pas seulement dans les États africains que ça se passe. C'est du maquiavélisme purement politique de Ouattara auquel on a eu 3. Ça, on doit être précis là-dessus. C'est vraiment du machiavélisme politique pour écarter tout alternance. Et je finis là-dessus par rapport à la question du plan B. Vous savez, et c'est ça le problème en réalité, nos hommes, que ce soit les hommes politiques ou les personnalités, peu importe, ils n'arrivent pas à penser qu'il faut renforcer les institutions, renforcer les partis politiques. Parce qu'une fois vous renforcez les institutions, même quand vous n'êtes plus présent, eh bien, la lutte continue et ça perdurera toujours. Si on avait pensé à la mort de feu Henri Konan Bédié, renforcer les outils de l'institution qui était le parti PDCI-RDA, aujourd'hui on ne serait pas confronté à cette défaillance puisqu'il a été élu par les militants à 99% plébiscité littéralement. Donc je comprends qu'il n'y ait pas de plan B parce que 99%, c'est pas rien du tout. Mais aujourd'hui, le plan B se pose à aujourd'hui, le PDCI, RDA sans Tidjane Thiam, c'est 0 valeur dans le chiffre. Ce parti politique qui puisse avoir, disons, la poigne qu'il faut pour affronter les autres candidatures. Alors finalement, depuis très longtemps, donc on ne va pas dire que... Pas si longtemps. Oui, bon, il y a des militants il y a des sympathisants qui sont là, qui maîtrisent la politique ivoirienne. On ne va pas dire que sans lui, le parti n'existerait pas. C'est une raison, parce que quand on connaît un peu tel qu'il a décrit aujourd'hui, le fait que Tidjane Thiam se retrouve à la tête du PDCI, c'est qu'il n'était même pas militant de ce parti. Il est venu se retrouver à la tête, on l'a parachuté là, et puis il est là parce qu'on a trouvé en lui l'homme celui qui peut venir. Ça veut dire qu'en réalité, le militantisme, il a adhéré. Et donc, en réalité, il faut que la donne change. Qu'il y ait un plan B et qu'on parte du militant, le parcours militant, voilà, de la personne. Alors, finalement, dans ce processus, l'opposition est sur plusieurs fronts. L'un de ces candidats qui a des difficultés avec la justice par rapport à sa nationalité. D'un autre côté, on a vu que le PDCI, cette formation politique, nous avons vu également que le PPACI ont suspendu leur participation à la commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire, dénonçant un manque d'équilibre et beaucoup d'insuffisance. Finalement, est-ce que vous avez des craintes sur la participation de l'opposition à cette élection présidentielle d'octobre 2025? Je pense que l'opposition a vraiment été prise au dépourvu à cause de cette décision, pour plusieurs raisons. Parce que quand on prenait Tidjane Thiam, il était coordonnateur de ce front collectif des opposants qui a été mis en place. Donc les opposants se disaient, de toute façon, si ça ne marche pas pour nous, ça marchera pour Tidjane Thiam. Donc le choix de Tidjane Thiam qui a été complètement effacé aujourd'hui, c'est une façon pour l'opposition de complètement recommencer à zéro. Ils n'ont plus le temps. D'ici octobre, on a très peu de temps pour s'organiser. Et la liste sera publiée le 20 juin prochain, qui nous rapproche déjà de la date des échéances. Comme futur président. Je ne vois pas Mme Gbagbo ou est-ce Mme Gbagbo comme future présidente non plus. Et l'absence de Gbagbo
de la cette liste liste également rabat complètement toutes les cartes aujourd'hui. C'est un gros coup. C'est un gros coup. Je vais voir tout schéma. Oui. Ceux qui ont été radiés donc, de la liste électorale, il peut y avoir concertation, un front commun, et choisir donc quelqu'un, un ténor, qui peut... Non, c'est moi, même à deux jours, on peut le faire. Ça peut se faire, ça se fait. On peut le faire. Stratégie politique. Oui, mais non, ça se fait. Le PASTEF avait une stratégie politique qui était défendue depuis 2 ans. Sur le terrain politique, vous savez que si c'est au Bénin, vous savez que le Bénin n'aime pas qu'on victimise quelqu'un. Donc, dès que c'est arrivé... Mais est-ce que c'est pas en train de changer, ça? Bon, écoutez... On ne parle pas du Bénin, ils peuvent tenter de recommater les brèches pour se positionner. Parce que si l'opposition ne participe pas aux élections... Vous avez des noms? Vous avez des noms? Non, mais il y a un jeu Vous savez, j'ai constaté que l'Afrique, elle est unique. Hein? Non, pas seulement. En France, dernièrement, vous avez vu la condamnation de Marine Le Pen? Oui. Mais je parle en termes de ce qu'on observe souvent. Un front de l'opposition, le gouvernement en place ou l'équipe en place qui met en branle une politique pour exclure les opposants, les opposants qui se révoltent à travers un front, et il y a des exclusions, il y a des marches, il y a des soulèvements, il y a des ci et des ça. C'est le même processus un peu partout. Avant, il y avait la guerre en plus. Voilà. Tout au moins dans l'Afrique subsaharienne, on a ce même processus dans tous les pays. Les gouvernements qui sont dans la même dynamique, les oppositions qui font les mêmes erreurs. Vous voyez même parmi ces gouvernements, certains qui ont été dans l'opposition et qui ont souffert le chaud, le froid, tout le martyre. Quand ils viennent au pouvoir, ceux qui font la même chose. C'est le cas ça peut être changé. Ouattara qui a été sujet de cette rivalité-là, qui a conduit à la guerre, donc il y avait des interventions et tout le reste. Maintenant, il n'a pas travaillé à sauter ce verrou. Mais qui a mis le verrou? Non, parce qu'il sait qu'à un moment donné, ça pourrait l'arranger. Ça pourrait l'arranger. L'opposition, un instant précis. Et donc, nous avons la même chose arrive, et puis on est là. Nous avons le regard toujours tourné sur la Côte d'Ivoire. On verra ce qu'il adviendra les jours, semaines à venir. On va finir avec le dernier sujet de notre grand rendez-vous de ce soir. Oui, le chef de l'Église catholique décédé le lundi dernier, le lundi de Pâques. Il est inhumé samedi, conformément au rite dédié à la mort d'un souverain pontife, la disparition du pape François. Il faut rappeler que c'est le 266e pape de l'histoire. Il relance donc cette disparition, elle relance donc les interrogations autour de sa succession. Est-ce que vous êtes posé également la question depuis l'annonce du décès du pape qui pourrait remplacer le pape François? Oui, les Africains ont commencé à crier sur toutes les toits, sur tous les toits, pardon. Il faut en faire un pape noir. Mais il y a un adage de l'environnement catholique qui entre pape au conclave en sort cardinal. C'est dit que quand on se voit pape au conclave en sort cardinal, c'est-à-dire que quand tu te vois déjà pape, tes chances d'être pape s'amoindrissent. D'accord. Quand les Africains se lèvent pour dire enfin c'est notre tour, enfin c'est notre tour, les cardinaux peuvent se demander, mais les Africains ils veulent faire quoi en réclamant autant d'être pape. Et donc, on ferait mieux de se taire, d'être stratégique, d'observer et de voir ce que... Parce que tous autant qu'ils sont, les cardinaux qui sont des électeurs, tous autant, ils sont éligibles à la fonction de pape. Et donc, ce n'est pas à nous, derrière nos écrans, derrière nos claviers, ce n'est pas à nous de dicter la conduite à tenir à ce conclave-là, et à tous ces cardinaux. Ce n'est pas à nous de leur dire qu'ils vont choisir. Je ne suis pas d'accord avec vous. Cette envie est légitime pour moi. Légitime d'autant plus que... mais il faut être stratège en fait. Il faut être stratège. Oui, aujourd'hui... Crier déjà sur tous les toits que nous voulons être un pape africain, ça...
réduit nos chances de voir, les chances de voir un Africain? Non, d'accord. Les chances sont intactes. Si vraiment on devait être, un Africain devait prendre donc, la tête donc, de l'Église catholique, c'est légitime pour moi, cette envie-là, de voir qu'un Africain se retrouve à cette hauteur-là, sur le toit donc, de l'Église catholique. C'est légitime. Mais pour en parler, c'est montrer également que nous avons envie, nous avons une forte envie de voir un de nos frères se retrouver à ce niveau. Parce que quand vous prenez toutes les rues de l'Afrique, quand vous prenez tous les coins de l'Afrique, il y a toujours l'Église catholique. L'Église catholique, quand vous prenez même l'Église catholique, il y a plus de 90% des Africains qui sont des fidèles. Et donc pourquoi au moins ne pas... Non, je n'ai pas fait une étude pour savoir ça. Hein. Non, écoutez, vous pouvez chercher, vous pouvez pas retourner au moins l'ascension donc à l'Afrique en disant au moins, oui, cette fois-ci, c'est votre tour. Le pape donc vous revient. On a parlé donc de Ganti. Vous savez ce qui s'est passé? Donc pour moi, l'envie... Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le désir, c'est légitime. C'est légitime de voir un pape à la tête. C'est légitime. C'est légitime, oui, je le refuse. Venant donc du continent africain à la tête donc, de l'Église catholique. Pour moi, oui, il n'y a pas de... Je pense que nous parlons quand même de religion. Et en temps normal, côté religion, il n'y a pas, pour moi, il y a pas de... C'est pas une affaire de logique. En matière de religion, c'est juste que les règles sont là, il faut les appliquer. Sinon, vous et moi ne serons pas ici en train de prier un Dieu que nous n'avons jamais connu, en train de faire signe de croix, alors que nous ne savons pas d'où est-ce que c'est venu. Je ne sais pas pourquoi est-ce que les Africains sont là à dire c'est notre tour d'être pape. Si les décisions qui sont prises ne sont pas discriminatoires, si les décisions qui sont prises ne sont pas de nature à dire que l'Afrique, c'est les païens qui sont là-bas, si des règles qui sont établies, et que le pape, d'ailleurs, quand il prend une décision, c'est pas qu'il s'assoit là, il prend des décisions. Il a ses éminences grises, il a son collège de cardinaux et tout, qui l'associe. Donc, pour moi, la guerre africaine, pape ou européen, pape, américain, pape et tout, pour moi, franchement, ça ne nous concerne pas. Plutôt, c'est de saluer notre génération qui constitue une génération quand même à choyer. Nous avons connu le pape Jean-Paul II, nous avons connu le pape Benoît, nous avons connu le pape François, et on va peut-être connaître encore notre temps. Nous avons vu, sous nos yeux, quand même vu 4 papes. Jean-Paul II, il y avait eu un pape qui a fait quelques jours. Bon, alors quelques jours. Donc, notre génération quand même devrait être choyée. Ils seront 135 cardinaux à la chapelle Sixtine pour... qui de moins de 80 ans, ça il faut le préciser, il faut avoir moins de 80 pour prétendre être pape. Alors, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous attendez quand vous suivez un peu les prétendants? Mais en revanche, je pense que oui, c'est légitime pour les Africains de se poser cette question, à quand la papauté en Afrique? Pourquoi? Je vais répondre à votre question. Parce que quand vous prenez les 1,4 milliard de catholiques qu'il y a dans le monde, eh bien, l'Afrique représente à elle seule 20%. C'est-à-dire c'est le deuxième continent avec une tendance en hausse et en croissance chaque année de taux de catholiques qui se convertissent ou qui naissent tous les jours. Voyez-vous, avec cette démographie exceptionnelle qu'on a en Afrique, le catholicisme est en train de mourir en Europe. La région aussi meurt en Europe. Alors, c'est des idéaux qu'ils défendent aujourd'hui, c'est tant mieux pour eux. Mais ce qu'on doit retenir ici, et c'est essentiel, c'est que l'Afrique peut aussi porter la voix du catholicisme. S'il n'y avait pas eu les critiques, il n'y aurait pas eu le pape Joseph Ratzinger, qui était allemand, donc premier pape non italien. S'il n'y avait pas eu les critiques, il n'y aurait pas eu le pape François, premier pape non européen, et justement issu du continent américain, qui est le premier continent aujourd'hui en termes de fidèles d'adhérents, avec près de 400 millions de fidèles. Et voyez-vous, donc c'est légitime aujourd'hui que les gens se disent, pourquoi pas la papauté en Afrique? Alors, je ne sais pas ce qui va se passer lors du conclave, mais je pense que ce qui va arriver arrivera, et moi je n'attends rien du tout vis-à-vis de cette élection. Parce que je pense que le pape François était un pape très libéral, ce qui a été très mal vu. Et le candidat ou cardinal africain, le cardinal Sarah, il me semble, qui est en bonne voie peut-être pour lui succéder, un pape... C'est un cardinal de Guinée, conservateur, très dogmatique, qui doit être gagné, également qui est cité.
le pape, enfin le cardinal, le pape, je m'avance. Le cardinal, c'est une prophétie. Le cardinal Sarah, il est très dogmatique. Ouais. Il est très conservateur et peut-être il va revenir sur les réformes que le pape François, parce que ces réformes n'ont pas été appréciées de tous les catholiques. Même en Afrique, ici, je pense qu'il y a eu de la résistance vis-à-vis de certaines réformes de l'Église, enfin du Vatican. L'homosexualité Exactement. qui a fait polémique. Même s'il n'est pas tout à fait, il n'a pas complètement pris parti, mais il a fait un certain laisser-aller vis-à-vis de la question. Donc je pense que ça va être peut-être le retour du rigorisme, parce que c'est l'heure aujourd'hui du retour vers le protectionnisme avec Donald Trump. S'ils lui accordaient leur confiance. Mais je pense que... La fumée blanche. Je pense que ça pourrait arriver. On aura un pape, certain, même s'il n'est pas africain, mais un pape qui pourrait être très conservateur et très dogmatique et qui pourrait ramener les valeurs du catholicisme originel. Ouais. Bon, ce qui est sûr, on aura le Habemus Papam en temps décidé par les cardinaux. Oui. Et donc, on va découvrir, comme tout le monde, celui qui sera désigné par ses pairs pour représenter l'Église catholique. Justement, c'est on ne découvre pas comme tout le monde qu'on est en train de prier pour que ce soit un des Africains. Voilà. Si c'est africain, on prend. Si ce n'est pas africain, l'Église catholique ne puisse pas faire réfléchir la croyance et tout. Je pense que c'est à ça qu'il faut travailler. Travailler à dire aux gens que ce soit un pape africain, européen, asiatique, que ce soit quand même que la religion la foi soit affermie et que la religion demeure ce qu'elle est. Parce que qui dit religion, on ne discute pas trop. Quand il s'agit de religion, à ce niveau de responsabilité, est-ce que la foi ne nous demande pas également de demander qu'on nous accorde cette possibilité? Oui, on demande aussi. Bon, on verra la tenue blanche. Adressez votre prière au Créateur. C'est plutôt 670 millions de fidèles catholiques en Amérique du Sud, en Amérique, pardon. Et ça dénote une nouvelle fois que la valeur religieuse, ou ce qu'on appelle même la religion, a basculé de l'Europe vers maintenant l'Amérique et l'Afrique. Voilà. Chers messieurs, merci beaucoup. Omar Salouf, Herman Kanyamboussou, merci à vous Hamza Tablaï, merci Sophie Henri Yambonnet. C'était donc nos échanges sur le grand rendez-vous. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Portez-vous.